part déjà numérique. Dans Truman Show, le pouvoir, tu peux passer encore, excuse-moi, je vais pas. Il y a des gens qui m'ont mis en scan 3D sur un personnage. Et il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, je t'ai vu dans un jeu vidéo ». Et je dis « Mais si, moi je vole pas, hein. Je suis pas un jeu vidéo, c'est pas moi, c'est un personnage ». Et la confusion entre le monde du récit et il y a quelqu'un qui lève la main, oui, là. Sinon, Allez, voilà. Et donc ça, c'est bien faire la différence entre le réel et le mensonger, entre votre nom secret et le nom que vous donnez aux autorités. Et créer cet espace, ce repli dans lequel pousse la fécondité. L'intime, c'est le repli dans lequel la graine va pouvoir pousser. Si vous laissez la graine en plein air, elle ne pousse jamais. Alors on parle pour beaucoup d'entre elles. Donc il y a besoin d'un petit secret. Et monsieur Pierre. Alors vous levez la main pour ceux qui veulent poser des questions. Ce n'est pas un Allô temps de commentaires, c'est juste des questions. Vous pouvez aussi. Et juste, il n'y aura pas de ceux qui souhaitent, il n'y aura pas de selfie avec lui. Parce que je l'ai cassé sa fille. Les sauts ancien monde. Oui, je me lève. Bon, alors, bonjour tout le monde. J'ai écrit parce que c'est un peu long au départ. Voilà. Alors, Elon Musk annonce la pose du premier implant cérébral pour fusionner l'intelligence humaine et artificielle. Or, il s'avère qu'il a 10 ans de retard. Stanislas Bertrand, lorsqu'il parle de l'interface cerveau-machine, etc., parle de James Gordiono, c'est un grand spécialiste là-dedans en neurotechnologie. Et il semblerait que ce dernier ait annoncé que la nanotechnologie peut être injectée, inhalée, ingérée et frottée sur nous pour ensuite se déposer comme une dentelle sur le cerveau et ainsi lire les pensées, mais surtout qu'à travers les impulsions électriques, ces nanoparticules peuvent façonner les pensées, donner des pensées dans le cerveau pour un contrôle mental à distance sans que la personne soit au courant. Alors je voulais savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est déjà fait contre notre volonté et comment s'en protéger? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je pense que le contrôle mental à distance, il est déjà très effectif. Il n'y a pas besoin de nanotechnologie inhalée. Il suffit d'un téléphone portable, il suffit de propagande, ça marche très bien. Quoi. Et il suffit de répéter. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être 70%, 80% de la population qui a déjà été complètement rincée, perdant tout sens critique, toute capacité à regarder le réel, sans avoir besoin de tout ça. Donc, pour moi, il n'y a pas... Voilà. Et il y a une deuxième chose, c'est il y a un développement des nanotechnologies de manière très importante ces dernières années. C'est ce que je vous ai dit sur les nanopuces de ST Microelectronics, mais sur plein d'autres choses au niveau industriel. Et il est très probable que ce soit des polluants importants. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu sur la question des oxydes de graphène, etc. C'est tout à fait important. Par contre, je ne crois pas que ce soit le problème des vaccins. Et surtout, je ne crois pas que ce soit utile, mais pragmatique en termes de discours public. Si je me mets à parler de ça, un gros tampon complotiste en pleine gueule et c'est terminé. Quoi. Ça, tu ne peux plus rien dire. Quoi. Ça n'existe plus. Donc, parler du graphène et soulever les choses comme le fait, par exemple, Dominique Guillet, qui était à Cocopelli, ça me semble intéressant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Dominique Guillet, qui a fait Cocopelli, qui a beaucoup travaillé sur la question des semences, etc. Bon, lui, il n'en a aucun pour moi, parce que je ne parle pas du graphène. C'est pas grave, chacun sa place en fait. Moi, j'ai aucune colère ou aucune difficulté avec ça. Chacun fera ce qu'il pense juste. Moi, ce que je pense juste, c'est la non-violence. C'est-à-dire, je prends l'autre là où il en est. Je ne le force pas à venir là où je suis. Je le prends là où il en est, et s'il a envie de venir, il viendra. Et là où il en est, pour certains, c'est le gouvernement est gentil. Ils ont fait de leur mieux. Edouard Philippe, le pauvre, il est là-bas qui a blanchi, quoi. C'est ça où ils en sont. C'est sûrement pas dire Bill Gates décide de la politique sanitaire mondiale. Ils sont pas prêts, quoi. Pourtant, c'est le cas, hein, c'est vrai. Bill Gates décide de la politique sanitaire mondiale. En vue de vendre toujours plus de choses. Ensuite, il y a un troisième élément, c'est toutes les projections qu'on peut faire ne sont pas la réelle. Les projections, je veux dire par là, c'est Neuralink va faire ci, va faire ça, va faire... Ok, moi, certains se souviennent peut-être qu'on leur a dit qu'en l'an 2000, il y aurait des voitures qui volent. Bon, elles sont où? Toujours pas de voitures qui volent, quoi.
Il y a plus de 10 ans, on nous a dit qu'il y a des voitures qui conduiront toutes seules. Elles ne conduisent pas toutes seules, hein, pour le moment, et celles qui ont essayé de conduire toutes seules, elles ont eu des accidents retentissants. Donc, il y a plein de promesses, mais c'est plein de bullshit. C'est à l'américaine. Les Américains, c'est les rois du mensonge quand même. Hein. Enfin, pour les Américains, je leur mets plein de figures dans cette conférence, je suis désolé, tous les Américains sont pas comme ça, bien sûr, avec des nuances. Enfin, globalement, c'est des raconteurs d'histoire, c'est les rois de la fiction. Par hasard, si Hollywood est là-bas. C'est des gens qui maîtrisent l'art narratif d'une manière hallucinante. C'est-à-dire vous tenir en haleine sur 14 épisodes d'une série, alors ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, ils sont tellement bons au niveau narratif qu'ils vous hookent à l'intérieur de Prison Break, de je sais pas quoi, de 24 heures chrono. Je vais être un peu heureux, ça fait longtemps que j'ai écouté. Mais Casa del Papel, ou je sais pas quoi, ils arrivent à vous hooker à l'intérieur d'un truc où à la fin, vous regardez, vous savez même plus pourquoi, mais vous y passez des heures, la nuit, 3h du matin, quand même, j'ai fini l'épisode 14 de la saison 8, et ils sont très forts, il n'y a rien à dire, je suis admiratif de leur art narratif. Mais cet art narratif, il raconte n'importe quoi. Il raconte que demain, on aura des implants dans le cerveau et tout ça. Moi, je regarde le réel de mes concitoyens, peut-être que ça leur fait du bien, quoi. Un certain nombre d'entre eux, quoi. Ok, why not, hein, ça peut un peu monter le niveau. Et donc, et j'ai du mal avec cette idée de la peur, j'en parle dans mon livre, hein. C'est que si ça génère de la puissance d'agir, le discours, pour moi c'est ok. Ça me pousse à réagir. J'ai étudié de près, j'ai regardé ce que c'est que le rallye, j'ai étudié les puces, je vais comprendre comment elles s'implantent, je vais regarder quelles sont les opportunités thérapeutiques. Est-ce que ça permet vraiment quelque chose en termes de soins ou est-ce que c'est un outil de pouvoir? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est mûr? Est-ce que c'est prêt? Etc. Ok. Dans ce cas-là, j'avance. C'est exactement ce que je fais pour le Covid. Dans le Covid, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et comme ça me fait peur, j'y suis allé tout droit. Je suis allé en face du monstre pour le regarder en vrai. Et regarder toutes ces failles, comment ça marche, quels sont les traitements possibles, comment on prend en charge en réanimation, comment sont les patients, qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Et on continue. Sur le vaccin, pareil. C'est étudier, pas pour se faire peur, mais pour trouver des pistes. Dans le Covid, on a créé Covid Soins. C'est des groupes de soins pour soigner de manière pragmatique. On arrête de dire qu'il faut faire ci qu'on fait. Dans les victimes des effets secondaires, ou des Covid longs, il y a un groupe qui s'appelle Basic, qui s'est organisé avec des médecins, des soignants, etc., pour prendre soin des Covid longs et des gens qui ont des spaicopaties post-vaccinales. À Toulouse aussi, à Lyon, à Nice, en Bretagne, avec Jean-Roch Bonnet et d'autres. Il y a eu un congrès à Vierzon sur le sujet hier, très important, avec les victimes d'effets secondaires. Ok, ça pour moi c'est intéressant. Par contre, continuer à aller dire le vaccin est un truc terrible dans lequel il y a des nanotechnologies qui vont tous nous asservir, est-ce que ça me met de la puissance d'agir ou est-ce que ça me plombe et ça sert à rien? Pour moi, c'est une question pragmatique, c'est même pas une question de vérité. C'est juste, est-ce que c'est utile? Donc là, sur toutes ces projections sur Neuralink, je pense que c'est très intéressant de les étudier, d'aller plus loin, de vraiment pouvoir répondre à certaines de vos questions. Moi, là, tout de suite, je pense qu'il y a beaucoup de bullshit parce que je connais ce monde un petit peu de la tech. Je vous ai parlé des belles choses de l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas au point, quoi, hein. Toutes les applications que je vous ai données, il y en a plein, elles ne marchent pas bien, elles sont à côté de la plaque, elles font des erreurs systématiques, etc. Donc le réel, ça va être d'essayer d'aller voir le monstre et de voir qu'au fond, il est toujours à l'intérieur. Il n'est pas devant. Peut-être que Neuralink, c'est vrai que des gens cherchent là-dessus, essayent d'améliorer l'humain, ok, c'est parti d'espèce de rêve prométhéen, de fantasme prométhéen. À la fin, il y a un choix pragmatique. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? J'ai envie de vivre dans la peur de toutes ces projections, ou est-ce que j'ai envie de vivre en confiance pour demain et pour aujourd'hui, mon quotidien? Et là, c'est un choix. Moi, je ne veux pas avoir peur, parce que je sais que ça me pourrit la vie. Je sais que je dors pas, que je fais des cauchemars, que je suis pas bien, que je suis malade. Donc, il y a cette discipline quotidienne du bonheur qui est d'accord. Si c'est un sujet qui est important pour moi, qui vient de faire là, en l'occurrence, ce sujet ne me fait pas peur, par exemple. Mais si ça en était un, j'irais tout au moins le prendre et essayer de redevenir autonome là-dessus. Et peut-être être un des premiers à implanter à mon chat une puce Neuralink. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein, oui, bonjour Louis, merci pour cette conférence, merci aussi à celles et ceux qui l'ont organisée. Merci à la voiture qui s'est trouvée devant la nôtre à vous et moi il y a quelques jours. On a vu l'affiche sur le pare-brise arrière, qui du coup m'a permis avec mon épouse d'être là cet après-midi.
Merci pour les ponts que tu as fait, les fenêtres, les portes que tu ouvres là dans mon esprit avec cette conférence. Et du coup, ça me fait poser cette question sur le recensement. J'habite Vaisseau et depuis 10 jours, Depuis 10 jours, on me harcèle avec le recensement. Et la conférence que tu as donnée cet après-midi m'a fait des ponts sur ça. Et j'ai commencé à chercher le texte de loi sur le recensement. C'est obligatoire. Si je ne le fais pas, j'ai une amende de 38 €. Et si je paie cette amende de 38 €, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Et voilà, donc la question c'est, que penses-tu du recensement? C'est intéressant que tu parles de ça, parce que je n'avais pas entendu parler du recensement, et en venant sur un rond-point, j'ai eu une grande banderole avec marqué en recensé qu'il y avait un avion, en plus c'était pas très loin de dans le pont d'Arche, je sais pas, un endroit où il y a un musée de l'aviation là. Il y avait un gros calicot là, une grosse banderole, il faut vous recenser, il faut répondre et tout ça. Bon, le recensement ça pue, ce sera toujours rendu sous le prétexte d'optimisation sociétale. Je veux dire, grâce à ça, on va faire des équipements comme il faut, on va mettre le nombre de crèches qu'il faut. Vous avez bien compris que ça n'a rien à voir avec le fait de recenser ou pas. Ça fait longtemps qu'on le sait, quoi. S'il fallait mettre l'argent là où il faut, on n'a pas envoyé des centaines de milliers de bombes et de tonnes de bombes pour qu'il y ait des morts russes et ukrainiens en Ukraine. On n'aurait pas refinancé le Covid comme des malades pour jeter les 3/4 des doses ou les envoyer en Afrique pour polluer les pays africains. Donc encore une fois, la question du choix politique de l'attribution du budget, du gouvernement, Kubernetes, du gouvernement de la cité, n'a rien à voir aujourd'hui avec notre bien-être. Voilà, c'est un truc qu'il faut éliminer une fois pour toutes. Et les gens au pouvoir ne sont pas là pour prendre soin de nous. Ils sont là pour gérer un cheptel d'esclaves et faire une saignée dans le cheptel d'esclaves si on est trop nombreux, ou voilà, et nous faire travailler. Mais c'est vrai depuis longtemps, je veux dire, la Révolution française, le projet politique, c'était, pour les femmes notamment, c'est nous sommes les ventres de la nation. Nous allons faire des enfants pour qu'ils deviennent des soldats et des ouvriers. Et le projet pédagogique, c'était ce qu'on appelait la parentectomie. C'était séparer le plus tôt possible l'enfant des parents, parce que les parents sont dangereux, à ce que l'enfant devienne un bon citoyen, un bon soldat ou un bon ouvrier. À tel point que aujourd'hui, vous avez un projet sur les 1000 premiers jours de l'enfant, qui est justement que l'État s'empare des 1000 premiers jours. Non, les 1000 premiers jours, ils sont à vous. Hein. C'est vous qui mettez votre patte, une fois pour toutes. Quoi. Bref, donc le recensement, ça pue. Là, tout de suite, on est enregistré. Bien sûr, je ne peux rien dire sur le fait de faire la désobéissance civile organisée, intelligente sur la question du recensement. Par contre, je pense que dans toutes ces affaires-là, chaque fois qu'on est seul, on est faible. Chaque fois qu'on est nombreux, qu'on devient une assoce, qu'on devient un Robin des Toits, qu'on devient... Je sais pas, là, d'un coup, on dit, il y a un Robin des Toits, c'est sur les compteurs Linky, etc. Sur les antennes 5G, je sais plus. Enfin, dès que vous êtes une assoce, vous êtes un poil à gratter pour le pouvoir qui les gonfle, quoi. Vous êtes capable de faire des procès, vous êtes capable de vous défendre juridiquement, de demander des dédommagements, etc. D'aller exiger de la CNIL, de savoir qu'est-ce que deviennent les données, etc. D'être une force de travail pour bien comprendre les enjeux. Voilà. Je ne répondrai pas forcément directement pour rester prudent, mais je pense que le recensement, ça pue. Il faut trouver un moyen. Et ce que j'ai vu, je dirais un mot encore là-dessus, c'est chaque fois que les gens ont essayé de se défendre tout seuls, ils espèrent survivre tout seuls, donc ils font par exemple l'instruction en famille au moment où leurs enfants sont maltraités dans les écoles, puis au moment où ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Il y en a qui y arrivent, hein, mais ça peut être très, très beau, très chouette. Et puis, ensuite, ils se disent, si on se réunissait à tous ceux qui font l'instruction en famille, et ils se réunissent, et là, ils font des écoles. Et là, ils sont inarrêtables. Donc, pour moi, c'est toujours cette clé, c'est individuellement, je suis une étincelle verticale, mais j'ai besoin de la cohérence horizontale et collective, un nous, pour me donner de la force. Et pour que je donne aussi de ma force, le but, c'est pas de prendre l'énergie de nous, c'est de réussir à faire gérer quelque chose. Et tous les projets que je vois qui existent aujourd'hui, c'est pas un petit entrepreneur tout seul qui va réussir contre le grand système. Tous ceux qui sont artisans le savent, ils sont rincés par l'État et l'administration. En gros, tout est fait pour qu'ils échouent. Vous ouvrez une boîte en France aujourd'hui, et tout le monde vous confond avec Jean-Marie Messier, vous êtes entrepreneur, alors que non, vous êtes petit entrepreneur, artisan, commerçant. Et d'emblée, vous avez 17 administrations qui vous pompent votre temps, votre pognon, et votre réserve, votre énergie vitale. Enfin, ceux qui savent
pour confirmer. Mais, et donc aujourd'hui, un artisan, il ne vivra comme les AMAP et l'agriculteur que parce qu'il y a une communauté qui soutient. Voilà, donc c'est une des clés, c'est la question de la communauté. Et les multinationales, s'ils ne sont pas trompés, ils ont des community managers, et c'est un des premiers postes aujourd'hui, c'est d'aller soulever la communauté pour soutenir une cause ou quelque chose, animer le groupe. Nous, il faut qu'on sache faire ça. Tu veux parler? Ça marche très bien. Alors moi je suis pas très à l'aise avec les micros, avec les salles, c'est une première pour moi. Moi c'est Grégory, j'habite à CRS à côté de la Ciotat. J'ai ma maman qui habite derrière la Croix du Nord à la Chapelle-sous-Belin. Voilà, alors j'ai pas de questions, autrement dit. J'avais juste quelque chose à dire à tout le monde, que malgré la lourdeur en fait de ce qui a pu être exposé aujourd'hui, il faut mettre un petit peu de légèreté et essayer de trouver un petit peu des solutions tous ensemble. Mais le problème, c'est que la solution tous ensemble n'est pas forcément à trouver face à une machine aussi grosse que ce qui peut être interprété, on peut l'interpréter de diverses façons. Voilà, donc une clé à vous donner, ça serait essayer de vous rassembler le plus possible. Vous parliez de fête des voisins, de partager un gâteau le dimanche après-midi avec sa mamie. Ça part comme ça, je crois, en fait. Parce qu'on a un petit peu oublié cet aspect-là de la vie, où on a essayé de nous faire oublier les 4 dernières années. Voilà, que dire. Alors moi j'ai beaucoup aimé le livre Les 4 accords pour le tech, ça m'a un peu aidé, et M. Fouché aussi, on lui a pas mal de portes. Je l'en remercie infiniment. Merci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Entre vous, à petite échelle, essayez de vous réunir en petits groupes, voilà, une petite collectivité de travail, de vouloir interagir, c'est pas possible. Comme il disait, ne pas aller dans une surface, si possible, parce que les gens n'ont pas forcément le choix. Certains, ils sont obligés de la carotte. Ils n'ont pas les moyens d'aller chez le boulanger, chez le boucher, chez le primeur. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Merci. Il y a deux auteurs que je voudrais citer en réaction à ce que tu dis. Un premier qui est Michel Maffezoli, qui est un ami sociologue, et qui est un vieux de la vieille, c'est des professeurs émérites à la Sorbonne. Et il parle beaucoup de l'idée d'une sorte de tribalisme, mais en même temps en ayant les outils techniques modernes. C'est-à-dire d'être capable, dans une espèce de grand écart, où on fait des trucs très low-tech, basse technologie, slow medicine, slow food, slow life, et en même temps on maîtrise parfaitement les outils techniques à notre disposition. Alors aujourd'hui, c'est une des chances des outils techniques, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une chaîne YouTube, tac, c'est fait. C'est plus facile que d'aller bêcher un champ. C'est incroyable, hein? C'est plus facile que faire n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire en 15 clics, en gros, vous aurez créé une chaîne YouTube et vous pourrez commencer à mettre du contenu. C'est-à-dire tous les outils, vous les avez à disposition pour exister dans ce monde-là. Et tout est fait pour que vous y alliez, hein, que vous vous perdiez dans ce monde-là même. Les jeunes, ils sont perdus pour certains. Ils passent leur vie, ils sont un troll ou un elfe, ils sont Zelda, en train de se battre et de récolter des pièces d'or, quoi. Et ils ne savent même plus que c'est une éponge, quoi. Et donc il y a une sorte de grand écart à faire. Hein. Je sais ce que c'est qu'une éponge. Après l'extase de la lessive, c'est un livre de Jack Canfield. Et puis, je sais ce que c'est que le monde numérique et toutes les possibles qu'il m'offre. Et c'est très paradoxal. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez énormément de tutos pour faire du BA13, pour apprendre la couture, pour apprendre les plantes médicinales. Enfin, et tous les collectifs où je passe, il y a des balades pour apprendre les plantes médicinales, les plantes. Et les gens ont des applis de reconnaissance de plantes qui sont meilleurs que la reconnaissance de botanique, en vrai. Donc, ils sont à l'aise avec ça, avec l'idée que c'est OK. Je ne suis pas asservi là. Je me sers de l'outil pour monter en compétences. Et ils montent en compétences, très très fort. Et ils transmettent du savoir, ils transmettent des savoirs anciens, en les mettant dans les mots d'aujourd'hui. La plupart de ce que je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Hein. Si vous prenez le Tao du 7e siècle avant Jésus-Christ en Chine, le non-agir, l'agir juste, le non-manifester, le manifester, c'est déjà là, quoi. Enfin, moi je mets juste des mots modernes dessus, quoi, c'est tout. Hein. Mais tous ces savoirs, ils sont déjà posés depuis bien bien longtemps. Mais on a un rôle de transmission.
Donc voilà, cette espèce de recomposition de tribus locales, très locales, et en même temps connectée à quelque chose de translocal, le plus grand. À mon avis, c'est une piste intéressante d'autonomie dans cette histoire-là, et très prometteuse. Aujourd'hui, effectivement, vous en parlez de ces outils, vous êtes les maîtres du monde, hein. Et c'est pour ça qu'ils veulent les contrôler. Parce que la révolution du numérique et de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle, elle est à peu près équivalente à la révolution du moteur à explosion et de la bagnole. Quand le moteur à explosion arrive, il promet, tu n'auras plus à bêcher, tu n'auras plus à faucher, t'inquiète, c'est une moissonneuse de bateau, si tu vas le faire, tu vas être peinard, quoi, le confort. Effectivement, la promesse est grandiose, hein. Je fous un peu de coco dans le moteur, je fais exploser tout ça et ça le fait tout seul, quoi, quasiment. J'ouvre des possibles, je peux partir, là j'ai plus besoin de marcher 4 jours pour aller jusqu'au marché, à la Blachère, enfin une demi-journée, j'y suis en une demi-heure. Incroyable. Et puis je peux transporter tout mon truc avec, quoi, tout ce que j'ai à vendre. Je me souviens, au Vietnam, j'avais vu ça, des gens dans les montagnes du Nord, ils mettent une journée entière à aller au marché, à pied, en portant sur leur dos. Et les gens, ils rêvent devant un fer de mèche, en se disant, ah, j'ai pas les moyens de ça. Et c'est ça la vie encore, à certains endroits. Nous, le moteur à explosion vient révolutionner tout ça. Et évidemment, pardon, c'est un pouvoir potentiel énorme, il ne faut pas le laisser libre. Il faut pour les puissants. Parce que si je vous laissais libre avec votre moteur à explosion, tout pourrait se passer. Donc je vais faire des routes, des autoroutes, un code de la route, un permis à points, des autorisations de stationnement, des vidéo-verbalisations, une vignette critère pour quand vous rentrez dans les grosses villes, pollution, un contrôle technique, etc. Et ça ne s'arrête plus jamais. Des assurances. Et aujourd'hui, les principaux ordres de pouvoir, c'est ceux qui vendent le coco pour la bagnole, l'essence pour la bagnole. C'est eux qui ont le pouvoir. Et ceux qui contrôlent le système de la bagnole. Et à la fin, toute notre société est réformée. L'urbanisme entier se transforme. Vous avez des ceintures de routes partout qui viennent enserrer la terre, comme des espèces de bretelles qui la tirent comme ça. Du bitume, noirâtre, partout. Alors qu'il y avait de la beauté, des champs, des haies, des oiseaux qui chantaient. Non, là, vous n'avez plus rien, du bitume. Et Vinci, qui vous pompe votre pognon, Effia, Eiffage. Et ça, finalement, cette révolution-là qui a transformé, y compris notre rapport au temps, puisque aujourd'hui les jeunes font leurs études dans la grosse ville d'à côté parce qu'il y a la bagnole, en gros, parce qu'il y a le transport rapide. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils seraient cordonniers comme leur père, comme leur grand-père, comme leur arrière-grand-père. Donc il y a une accélération du temps, ça c'est Virilio dont je parlais, mais qui est liée à cet outil technique. Et les pouvoirs s'emparent tout de suite de l'outil technique et ne nous laissent pas entre les mains. Ils mettent les conditions d'accès à ce pouvoir et à cet outil. C'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle. C'est en train de réformer la structure même de notre société, l'urbanisme, la façon dont on va échanger, la façon... Aujourd'hui, vous êtes déjà dans des communautés numériques, par le biais de Twitter, de Telegram, qui sont très étranges quand on y pense. Vous partagez des choses avec des gens que vous n'avez jamais vus, pour certains, où vous vous sentez plus proche qu'avec votre propre famille, quoi. C'est très étrange. Et c'est pourtant, c'est là, c'est réel, quoi. On peut juger, mais c'est réel, quoi. C'est là. Et donc, cet outil est en train de tout changer. Et évidemment, les gens veulent s'en réemparer pour décider comment ça va changer. Bon, est-ce que l'histoire se répétera la même que pour les combustibles fossiles et les moteurs à explosion, ou est-ce que, effectivement, les gens vont réussir à trouver des degrés de liberté à l'intérieur de ça? Moi, c'est mon espoir.